Merci et bonjour à tous. Merci de votre accueil. Merci Alain de ces mots d'introduction. Effectivement, mois de novembre, Daniel, Patrick, Alain, nous avez demandé de venir donner un coup de main au moment où le travail compliqué était fait. Le travail compliqué, c'est de concevoir un questionnaire, d'essayer de faire en sorte qu'il soit pertinent, de l'envoyer à un bon fichier à jour, c'était votre cas, c'est peut-être un peu moins le cas chez nous, et puis de traiter la matière brute. Et à ce moment-là, d'abord, merci de nous avoir fait confiance, moment passionnant pour nos équipes, les équipes d'EY qui travaillent sur ce secteur, qui sont, comme vous le savez, depuis très longtemps engagées sur ce secteur, dans leur métier d'audit, du conseil, parfois de la transaction et des métiers juridiques. J'en ai fini pour la page de pub, je vous assure, mais c'est important, il y en a quelques-uns dans la salle. Travail passionnant pour essayer d'interpréter. Et finalement, on a choisi ce matin, à l'appui de ce document que vous avez tous, qui vous permettra de rentrer dans le détail. Il y a beaucoup de matière qui n'a pas été restituée dans ce document, qui est d'abord dans vos interprétations, dans vos analyses, dans vos expériences, et puis aussi dans les questionnaires. On a évidemment fait le tri, croyez-le ou non, c'est un document qui est dense, mais on a fait le tri d'un certain nombre de réponses pour garder la substantifique moelle. Et je vais essayer de rien vous cacher d'abord de ce qui permet de tracer une perspective, puisque c'est la 4e fois que cette enquête vision stratégique des dirigeants de l'habitat social est menée. Donc, vous voyez, à des rythmes différents. Là, on accélère un peu le rythme. La réforme territoriale, les crises du financement, la révolution, les évolutions numériques, on en parlera dans quelques instants. Tout ça plaidait pour faire une enquête fin 2015, début 2016, et puis en faire l'objet des débats aujourd'hui. Vous avez été 184 à répondre, Alain le disait à l'instant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un bel équilibre. C'est bon, l'équilibre, disait la pub. Un bel équilibre, d'abord, entre les OPH et les ESH. Il n'est pas fait exprès, cet équilibre. Ça n'est pas du politiquement correct EY ou Ernst & Young. C'est un équilibre aussi de vos contextes territoriaux. Vous voyez que les contextes dits détendus, on verra qu'ils ne sont pas si détendus que ça, les contextes détendus. C'est un peu moins de la moitié. Puis on est dans une zone un peu plus tendue ou dans des contextes mixtes, urbains, ruraux qui sont soumis à des pressions, et puis évidemment des contextes urbains métropolitains ou des zones très tendues. Vous voyez un équilibre sur la partie en bas à gauche, et puis des tailles et des rythmes de production de patrimoine qui là aussi s'expriment de toute nature. Je crois qu'au total, les répondants, les quasi 200 répondants, dont beaucoup sont dans la salle et que je remercie au passage, c'est plus de 2 millions de logements gérés. C'est donc une vraie vision, une vision complète de ce secteur, petits, moyens et grands, qui vous est exprimé. Alors, sans plus attendre, et en 3 temps, je vais dire en 2 temps et demi pour ce matin, puisqu'on m'a demandé de revenir, non pas en 2e semaine, mais en début d'après-midi, pour essayer non pas de vous réveiller, mais de donner quelques points d'éclairage supplémentaires. Donc, je vais d'abord traiter les priorités du moment, la main sur l'opérationnel, le court terme. Vous verrez, j'espère que vous y reconnaîtrez les préoccupations que vous avez aujourd'hui, ce matin, demain. On envisagera et on évoquera ensuite quelques-uns des risques et quelques-unes des opportunités que vous voyez dans ces grands mouvements tectoniques de vos territoires, de vos contextes, évidemment de vos locataires, et de vos organisations. J'ai résumé ça en 2 risques et 2 opportunités. Et puis je ferai un tout petit éclairage sur le numérique, en forme peut-être de provocation, avant d'approfondir un tout petit peu. D'abord, il y a une table ronde passionnante ce matin, et puis d'approfondir en début d'après-midi. Sans plus attendre les priorités, Alain, il faudra me taper sur... m'envoyer un objet lourd, si jamais je traîne un peu. En termes de priorité, donc je vais balayer beaucoup de sujets, et on commence par l'ensemble des priorités que vous avez classées ou qu'on a cherché à classer en 3 zones d'enjeux, d'enjeux du quotidien, ceux qui sont fortement à votre agenda, à l'agenda de vos équipes et de vos organisations, la modernisation et l'adaptation du patrimoine, évidemment, encore et toujours, un gros sujet économique sur les charges locatives, les prix de revient. Vous voyez une petite flèche verte en face de l'innovation sur les coûts, sur la nature et sur les types d'équipements, mais aussi sur la manière de traiter les questions de sécurité. Une petite flèche verte parce que par rapport à l'enquête
à laquelle beaucoup d'entre vous aviez répondu en 2013-2014, qu'on a restitué début 2014. Là, il y a une petite évolution, il y a une évolution assez sensible même. C'est cette volonté ou cette obligation d'innover apparaît plus fortement dans l'enquête de fin 2015, restituée aujourd'hui. De même que l'impératif de travailler sur les grands ensembles, les grands patrimoines, de les reconfigurer à l'aune avec des moyens financiers qui peut-être sont moins importants et à l'aune des besoins de recomposition urbaine auxquels vous êtes tous confrontés, c'est un enjeu qui auparavant était dans la classe 1, c'est-à-dire des enjeux majeurs, où plus de 50% d'entre vous dites que c'est une priorité forte. Aujourd'hui, on est légèrement un peu moins intensif, un peu moins préoccupé par cet enjeu. Je vous laisse découvrir tout ce qui vient derrière, du désamiantage au lancement de nouveaux produits. Et en bas, c'est important de voir aussi ce qui est moins prioritaire, moins important, mais de manière assez logique, assez en tout cas continue, par rapport à nos enquêtes précédentes sur la conquête de nouveaux territoires, sur l'acquisition ou la cession de patrimoine. On va dire que ces enjeux-là rassemblent un peu moins d'un quart d'entre vous. On va rentrer dans quelques-uns de ces enjeux. D'abord, une vision, je dirais, assez différente de l'amélioration du patrimoine, l'amélioration par votre action, mais aussi par celle de vos partenaires territoriaux, collectivités, gestionnaires d'infrastructures, et puis les partenaires des quartiers dans lesquels vous êtes situés. On a des dirigeants détenteurs de patrimoine en zone urbaine qui sont légèrement plus optimistes que ceux, vous voyez, qui se trouvent en zone rurale. 2 fois plus d'entre vous situés en zone urbaine qu'en zone rurale sont optimistes sur l'amélioration à terme. La question n'était pas directement posée de ce terme. Est-ce que c'est 3 ans? Est-ce que c'est 10 ans? En tout cas, vous sentez votre patrimoine, quand vous êtes en zone rurale, se dégrader. Cette déqualification, vous le dites dans un certain nombre de commentaires, c'est une déqualification qui est une sorte de cercle vicieux avec un risque d'accélération, puisque cette dégradation, elle renforce la vacance, évidemment, et cette vacance ne permet pas de dégager les marges d'investissement. Donc il y a une inquiétude pesante et assez nourrie, notamment lorsque vos patrimoines ne sont pas en zone urbaine, en métropole ou hors métropole. Vous voyez que là, parce qu'on a essayé de fixer aussi nos regards sur les 13 métropoles de la nouvelle loi NOTRe, évidemment, on a un regard un petit peu différent. Qualité de service et traitement des réclamations, c'est le quotidien de votre relation client, toujours à l'écoute et surtout en réaction de vos locataires, et puis traiter tout type de demandes, tout type de réclamations. Là, il y a quelques différences dans un certain nombre de ces réponses. Je vous laisse les découvrir et puis évidemment les lire en détail dans le document, notamment dans la lutte contre l'insécurité. Évidemment, je pense que là, ça n'étonnera personne, mais on a une préoccupation qui est beaucoup plus forte lorsque vous gérez, lorsque les dirigeants que vous êtes gèrent plus de 10 000 logements, dans la catégorie de gestion de plus de 10 000 logements, ou dans le rythme de production supérieur à 500 logements par an, donc on va dire dans un rythme et une taille de patrimoine qui est importante. Cette question de la lutte contre l'insécurité est un enjeu beaucoup plus prégnant. On a également dans le chapitre de la performance financière, où là vous voyez que la domination est celle évidemment des impayés, mais tout de suite derrière l'équilibre des peuplements. Et cet équilibre de peuplement, il est aussi un enjeu plus fort, plus prioritaire pour les bailleurs qui produisent plus de 500 logements par an, donc dans un rythme plus important, avec un taux de réponse, près de 80% par rapport aux 60% d'entre vous, quand on prend l'intégralité du panel, qui pense que la préservation des équilibres de peuplement est un enjeu très important, et un enjeu notamment financier très important. Et vous voyez derrière tout ce qui, l'ensemble des réponses qu'on a fait figurer dans cette catégorie, qui n'est pas seulement d'ailleurs, quand on découvre la question de la performance financière, mais plus largement la performance économique, peut-être la performance commerciale, puisque vous voyez en bas 43% pour la fidélisation des clients, la conquête de nouveaux clients 38%. C'est comme ça que les questions étaient posées. L'amélioration de l'image de marque 38%. Je corrigerai éventuellement notre titre. On est bien sûr dans une performance pas tant stratégique que économique et commerciale, évidemment avec des impacts et des moyens financiers à l'usage. Dernier chapitre de ces priorités du quotidien, ces priorités opérationnelles, les outils à la fois de stratégie et de pilotage patrimonial.
Beaucoup de questions étaient posées dans l'enquête là-dessus. Donc on a essayé de trier en tout cas les 5 premières réponses. Le commentaire qu'on peut faire, c'est qu'on est dans une gestion quotidienne de l'exploitation et du patrimoine, l'entretien, la manière dont on peut simuler et en tout cas en perspective et en prospective l'exploitation. Ce sont les sujets les plus lourds. Il y a peu de divergences ici, c'est la première fois que je l'évoque. Il y en a d'ailleurs assez peu dans l'ensemble du questionnaire et dans l'ensemble de l'enquête entre ESH et OPH. Vous étonnez peut-être que j'en fasse pas mention. Donc là, sur ce sujet qui pourrait éventuellement, non pas vous diviser, mais sur lequel on pourrait avoir des avis et des opinions différentes, il y a peu de divergences. Vous avez un œil ou les 2 yeux, pardon, sur le quotidien, sur le court terme, sur l'efficacité. Quand on regarde cette panoplie d'outils, derrière en fait ces réponses, il y a des outils, il y a des méthodes, à la fois de gestion, d'arbitrage, des plans sécurité, des systèmes de pilotage. Ce sont des outils et des outils d'efficacité, des outils sûrs, des outils opérationnels. La différence, elle est là encore pas du tout sur les 2 types d'organismes que vous représentez qui sont réunis ici, mais plutôt entre les grands et les petits bailleurs, si je peux m'exprimer ainsi, et puis entre zones tendues et détendues. Sur chacun des items, on a une pression qui est différente. Je vous laisse la découvrir dans l'enquête détaillée entre les différents types de bailleurs sur ces questions des outils utilisés pour la gestion et le pilotage patrimonial. Je vais rentrer dans le chapitre du court moyen terme, celui des risques et des opportunités que vous évoquez dans cette enquête, dans vos réponses. Là, je vais me concentrer sur 2 types de risques et 2 types d'opportunités. Alors, je commence par le verre à moitié plein. Vous voyez la réforme territoriale et les nouveaux partenariats, les nouveaux modes d'alliance, le développement de partenariats avec des opérateurs privés, de synergie avec les opérateurs publics. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de ces affirmations, ces réponses à vos questions, comme des enjeux importants, et vous les voyez plutôt comme des enjeux positifs, impulsant le changement, vous amenant vos équipes à changer, à considérer évidemment de nouveaux modes. Là, il y a de vraies différences, donc je voudrais m'attarder quelques instants sur les différences à l'intérieur du panel. Là, on a une différence entre ESH et OPH, c'est intéressant de la décoder, sur le sujet réforme territoriale. Ce sujet est ressenti comme un sujet plus fort, non pas tant d'inquiétude, je le disais, mais de préoccupation, de curiosité peut-être, parmi les dirigeants de ESH, 2 fois plus nombreux que les dirigeants d'OPH qui disent que la réforme territoriale est pour eux un sujet du quotidien, qui s'en préoccupent, qu'ils cherchent à prendre des contacts, des informations. Je dirais que d'une certaine manière, c'est assez logique, puisque les principaux concernés dans leur gouvernance et dans leur quotidien, peut-être dans leur gouvernance, j'allais dire les OPH, sont peut-être un tout petit peu plus imprégnés de cette réforme, l'ont peut-être vu dans les changements, en tout cas de mandataires, les changements de gouvernance arriver un petit peu avant. Les dirigeants de ESH, encore une fois, sont 2 fois plus curieux de ce sujet. Et à l'inverse, ce sont plutôt les dirigeants d'office qui sont préoccupés, donc un peu plus inquiets de ces impacts de la réforme sur leur quotidien, sur la manière dont ils vont devoir travailler, ou les territoires dans lesquels ils s'inscrivent vont évoluer. En d'autres termes, cette nouvelle gouvernance, elle est connue des uns, mais elle les inquiète aussi. Ce sont les mêmes qui sont inquiets de ce rôle croissant des collectivités. Je vous cite un chiffre, c'est vécu comme un risque fort pour 32%, pour un tiers des DG d'OPH, contre 6% des DG de SH. Donc voilà, cette appréhension et cette compréhension des enjeux de la réforme territoriale, qui est évidemment très large, qui ne concerne pas que l'échelle métropolitaine, ou on va dire intercommunale et communale, mais probablement toutes les échelles de la réforme, sans discuter des bienfaits et de l'accomplissement de cette réforme. Deuxième sujet, vécu comme un champ d'opportunité, en tout cas d'évolution favorable, les exigences des locataires. Alors, on peut se dire qu'il y a un oxymore, exigence, opportunité. Non, ces exigences, ces évolutions, en tout cas des attentes de vos locataires, la manière dont ils changent aussi. Vous le voyez parce que le premier item est celui du vieillissement de votre population, la population générale et de votre population de locataires en particulier. Vous connaissez, je pense, tous la statistique. Aujourd'hui, il y a à peu près un quart
des locataires du parc HLM qui ont plus de 65 ans. C'était 15% il y a une trentaine d'années. Donc on a une évolution évidemment inexorable, qui est l'évolution démographique de la France, mais qui est une évolution du quotidien dans la manière dont ces exigences, ces attentes sont exprimées, évidemment dans les services aussi qui peuvent être rendus et dans l'évolution du parc par rapport aux services rendus, par rapport au patrimoine. Donc c'est une des grandes évolutions de cette génération de dirigeants. Enfin, je ne parle pas du vieillissement des dirigeants, je parle du vieillissement de la population, évidemment. Vous m'avez compris. Ce n'était pas un joke préparé, il me vient comme ça. On passe maintenant à deux sujets qui sont plutôt des sujets de préoccupation. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses dans cette enquête, dont les tables rondes vont peut-être détailler les résultats. Et évidemment, une très forte préoccupation sur, là non pas tant le modèle économique, mais le modèle financier. Là, on est vraiment dans la gestion de la baisse des financements, l'augmentation des coûts, ces contraintes financières et fiscales, y compris la question des charges foncières. Donc là, on ouvre aussi une boîte importante de préoccupations. C'est vécu comme un risque par une très grande partie d'entre vous. Vous voyez, les taux sont très importants. Au-dessus de la moitié des répondants le vivent comme un risque fort et d'une manière assez dominante comme un risque fort ou moyen. Donc c'est un risque avéré. C'est notamment un risque fort pour les gros producteurs de logements, ce qu'on appelait gros producteurs de logements. Je vous renvoie à la manière dont on a découpé notre échantillon. Ce sont ceux qui produisent plus de 500 logements par an, et puis les détenteurs de patrimoine au-dessus de 1000 et au-dessus de 5000 logements. Et donc cette préoccupation, elle est forte parmi ceux d'entre vous qui produisaient beaucoup. Là, il n'y a pas, je pense, pas d'étonnement. On est dans une parfaite logique rationnelle. En revanche, les bailleurs qui produisent moins de 100 logements par an, donc qui sont dans un rythme un peu moins important, pensent que la limitation du foncier, on va dire qu'il y a une corrélation sans doute avec les zones, les territoires dans lesquels ils sont, est un risque un peu moins fort que la moyenne d'entre vous. 30% pensent que, parmi les petits producteurs, pensent que c'est un risque, alors que c'est plutôt un risque vécu par 50% des gros producteurs, comme un risque important. Je parle de la limitation du foncier. Il y a évidemment un phénomène, une toile de fond très importante, qui est la raréfaction des ressources publiques, la manière dont ça change évidemment tous les équilibres et la manière de financer toute la construction, et puis les réponses et les besoins de financement. Je crois qu'il y a une table ronde en début d'après-midi, si ma mémoire est bonne, Alain, qui va évidemment évoquer cette question-là. Je vous livre les réponses. On est là dans une zone de préoccupation forte par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, même si on zoomait avant sur les zones d'opportunité. Quand on arrive à 70% de risques forts et à 86% de risques forts ou moyens, on est dans une inquiétude plus que dans une préoccupation. Je ne dirais pas on est dans une obsession, mais c'est probablement parmi les réponses au questionnaire celle qui soulève le plus de questions lourdes et de questions graves pour votre quotidien et pour votre avenir, puisque je vous redis qu'on est dans le chapitre des perspectives à court et moyen terme. Je termine avec, dans cette partie du futur proche, avec des questions sur le parc et sur le parc de locataires, sur la paupérisation des nouveaux locataires, qui est vécu par 72% d'entre vous. Là, pas de différence évidemment entre OPH et ESH. Une différence en fait sur la demande très sociale. Cette demande très sociale, vous le voyez, qui est vécue comme un risque fort par 53% d'entre vous, et puis par les trois quarts comme un risque fort ou moyen, donc un risque avéré. Cette croissance de la demande très sociale, elle est vécue comme un sujet d'inquiétude et de préoccupation parmi les plus petits bailleurs d'entre vous, ceux qui produisent et gèrent le moins de logements dans la répartition de notre échantillon. A contrario, le développement de l'insécurité, donc qui est pour 86% d'entre vous vécu comme un risque avéré, fort ou moyen. Ce développement de l'insécurité, il est vécu comme beaucoup plus intense parmi les bailleurs de taille importante et ceux qui produisent beaucoup de logements et qui donc ont à se préoccuper de ce contexte. Je ne pense pas, l'enquête s'est déroulée en novembre 2015.
je pense que vous saviez, vous aviez pu vous abstraire du contexte très particulier qui était celui de début novembre, mais on a, je pense, un mouvement lent qui, il me semble, est en évolution assez forte, en tout cas dans les préoccupations par rapport à nos enquêtes précédentes. Dernier chapitre, et là donc je vais m'arrêter sur un slide, voilà, qui, j'espère, vous encouragera à venir à 14 heures précises pour voir ceux qui viennent derrière, qui sont passionnants, et puis surtout les tables rondes, sur les révolutions ou les évolutions numériques. Je déflore peut-être un peu de ce que ce questionnaire nous dit, que vous pourrez découvrir aussi sur sa version papier, plutôt d'une révolution lente ou d'une évolution sensible, mais qui pose question par rapport à la profondeur de cette évolution, par rapport à la prise en compte du numérique, par rapport aux outils numériques qui sont utilisés dans certaines pratiques métiers, certaines pratiques RH, etc. J'en parlerai tout à l'heure. La seule question sur laquelle je voulais m'attarder en terminant cette courte présentation, c'est celle de la question de votre prise en compte, à vous, en premier lieu, de l'enjeu numérique, par rapport à d'autres enquêtes dans d'autres secteurs qui n'ont évidemment rien de comparable à celui de l'immobilier social, où on a des taux de réponse de 90, 92, 95%, alors qui sont peut-être des réponses de convenance. Vous êtes peut-être beaucoup plus honnête et beaucoup plus sérieux dans vos réponses, puisque, voilà, je me demande si la transition numérique me touche, si j'utilise le numérique aujourd'hui précisément, j'en vois certains avec leur téléphone. Donc là, 75% d'entre vous dites que le numérique est utilisé par vous et par votre organisation, ou très utilisé ou utilisé, donc 75% d'entre vous. Là, on a une différence qui est assez sensible entre les bailleurs de taille moins importante, en tout cas ceux qui sont en dessous de 10 000 logements gérés, donc on est déjà dans une taille relativement sensible, 60% par rapport à ce 75% en moyenne sur l'utilisation forte ou l'utilisation. C'est seulement 60% parmi les bailleurs qui gèrent moins de 10 000 logements et 80% parmi ceux qui gèrent plus de 10 000 logements. Et je vous laisse avec cette réponse avant de laisser les tables rondes s'ouvrir et sans doute, et je vous le dis, d'autres résultats intéressants en début d'après-midi. Merci de votre écoute. Merci Marc, mais peut-être que Marc doit encore rester ici parce qu'il y a peut-être des questions dans la salle et donc il y a des précisions à apporter à cette présentation. Donc il y a éventuellement un micro qui peut circuler. Donc est-ce qu'il y a des questions, précisions? Si c'est parfaitement clair, ça me rassure ou ça m'inquiète. Beaucoup de choses là-dedans, beaucoup de choses aussi dans la tête. Je vois de Julia Clément, Thierry Descoudard, Samar Mouawad qui ont décodé tout ça. Donc si vous n'en êtes pas maintenant, on en aura peut-être plus tard. Oui, mais moi j'aurais quand même en posé une petite, simplement une toute petite, parce que dans un des premiers slides que tu as présenté, il est indiqué les enjeux majeurs restent l'adaptation de nos produits pour répondre aux attentes de nos clients, en modernisant, je dirais, notre parc, tout en diminuant la quittance globale à notre clientèle qui s'appauvrit. Alors moi, la question, c'est comment en fait répondre à cette équation un peu compliquée. Est-ce l'innovation qui va nous aider à passer ce cap, je dirais, de ce croisement de chemin entre deux choses qui sont a priori pas tout à fait en liaison? C'était un peu c'était un peu un résumé d'un de tes slides. Le résumé, j'ai pu en faire. Et on a 1h30 pour traiter cette question? Non, juste 1 minute 20. Non, je pense que c'est évidemment une bonne question. C'est la question très complexe qu'on essaie de poser aux consultants, qui évidemment n'a pas la réponse magique. Sinon, je pense que notre téléphone n'arrêterait pas de sonner. Je vais répondre dans le thème de la journée. Je pense que ce n'est pas l'innovation. L'innovation, c'est probablement une attitude, une culture qui n'est pas aujourd'hui dans votre quotidien, dans votre préoccupation court terme, et pour de bonnes raisons. Parce qu'il faut gérer
un produit très complexe. Vous devez gérer la baisse des financements, comme tu viens de le rappeler. Vous devez gérer des évolutions très fortes et très sensibles dans vos gouvernances, dans vos parcs. Et là, le temps de l'innovation, hein, qui demande des efforts, qui demande voilà, une démarche très transversale, très ouverte, du temps, de l'attention de vos collaborateurs, de l'appel à des compétences extérieures, de l'appel d'abord à des échanges entre vous. C'est peut-être pas ça la réponse. En revanche, je pense que dans les tables rondes et dans les témoignages, dans les expériences que je sais présentes dans beaucoup de vos organisations, je pense que le numérique est une des clés de réponse, un des carburants de cette difficile équation. Ce n'est pas le coup de baguette magique, mais le numérique, quand on voit, et je sais, et je vois dans la salle certains d'entre vous avec lesquels nous avons travaillé sur cette transformation numérique, la manière dont, dans la gestion de la demande, la manière dont, dans la maintenance, dans le rapport aux acteurs de la construction, donc dans la production de logements, et pas seulement avec le BIM, dans la manière dont il transforme aussi les pratiques quotidiennes, dont il permet d'être plus productif, dont il permet de se lier à distance avec les agents et les acteurs de proximité, la manière dont il permet aussi d'avoir, grâce à des réseaux sociaux, je sais qu'il y a des expériences très intéressantes chez certains d'entre vous, d'avoir un peu plus de fluidité, si ce n'est de tranquillité au sein de quartiers. Là, il y a de vraies sources d'économie, d'efficacité d'abord et d'économie. Hein. On a pu estimer pour 3 organismes qui sont, dont 2, je les vois dans cette salle, qu'une bonne utilisation du numérique, passer du niveau 1 au niveau 2, avec une bonne compréhension des 5 grands piliers de la chaîne de valeur. Antoine a animé une très bonne réunion du Club Assis il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. On a des gains de productivité, d'efficacité, des gains de vacances qui peuvent représenter près de 5%. Donc on rentre dans des zones sensibles, des zones intéressantes, 5% des charges, et puis améliorer tout le mécanisme aussi de la production de chiffre d'affaires qui va avec. Donc pour rester dans une réponse rapide, je pense qu'on a une des clés de cette réponse dans les débats de la journée. Merci. Je crois qu'il y a Daniel qui veut poser une autre question. Ah, petit bouton rouge. C'est du numérique aussi, oui. Il suffit juste de mettre le on. On va mettre aujourd'hui le numérique on. Quand on s'est débriefé sur les résultats de ce sondage, on a vu à la fois les items qui étaient vraiment relevés par 75%, 77% des directeurs, directrices, par exemple sur l'amélioration du patrimoine, la requalification du patrimoine. Et on s'est dit aussi qu'il y a un certain nombre de sujets qui apparaissent insuffisamment intégrés ou pris en compte. Et je crois que ça vaut le coup, en matière de prospective, justement de dire explicitement ces sujets. Donc on s'est dit que, par exemple, on était un petit peu... on voyait qu'on était en retrait quand même sur certains sujets qui paraissent être dans des fondamentaux, qu'effectivement, on est probablement la tête dans le guidon, c'est ce que vous avez dit. Mais voilà, moi je voudrais signaler quand même ce qu'on a mis sur les plans sécurité, où on est à quoi, 50%. Alors que là, en gestion de crise, c'est vraiment ça fait vraiment partie des fondamentaux. Idem sur un certain nombre de façons qui ne sont pas nouvelles. D'être en relation avec nos clients, des centres d'appel. Voilà. Et là, j'aimerais bien que vous reveniez sur ces sujets. Alors, j'avais prévu de revenir en début d'après-midi, mais je vais faire un petit teaser maintenant. Non, il n'y a pas de problème, Nadia. Non, on peut revenir. Donc, il y a tout ça. Il y a probablement aussi l'idée que, je l'ai évoqué pour ne pas rester simplement poli, mais pour être rapide, le fait que vos systèmes de pilotage sont des systèmes de pilotage du quotidien, et qu'en rentrant un peu dans l'arrière-cuisine de certains d'entre vous, il y a encore du boulot dans les systèmes d'info, dans les systèmes de pilotage, dans les systèmes de gestion. Et donc, ça s'est reflété en partie dans cette première section de réponses. Évidemment, les 2 endroits où il faut regarder les items du bas, c'est-à-dire ceux qui sont moins préoccupants ou moins vécus comme des risques,
il faut presque inverser un peu les histogrammes, peut-être regarder ça à l'envers. C'est dans la relation client, je pense qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas ou ne vous traverse pas comme ça traverse le monde de l'immobilier en général. Là, les parallèles doivent être faits absolument au quotidien. Dans le monde du service en général, puisque beaucoup d'entre vous êtes maintenant, avez une forte composante de prestation de services dans vos activités. Le centre d'appel, c'est comme ça que vous l'appelez, c'est votre outil dominant, votre outil majoritaire, quasiment unique. Et d'ailleurs, il a pour partie pas beaucoup évolué dans les prestations qu'il réalise et puis dans les technologies qui sont utilisées. Donc il y a probablement quelque chose autour de ça, autour de la manière dont la relation client, qui ne demande pas forcément de l'appel, mais un traitement de réclamation qui peut passer par d'autres outils, par d'autres interfaces et plateformes numériques, mais aussi par la gestion de proximité. Évidemment, le numérique ne remplacera pas tout. La manière dont les plans marketing et commerciaux sont peu à l'œuvre aujourd'hui, la manière dont la relation client est peut-être vécue, et peut-être un gros chantier, à notre sens, un gros chantier qui permettra justement, pour répondre et faire le pont avec ta question, répondre à cette équation économique, cette pression économique assez forte. Et puis dans le numérique, notre remarque un peu générale, mais je rentrerai dans le détail tout à l'heure, c'est que aujourd'hui c'est vécu un peu comme un outil du quotidien de vos collaborateurs, ça leur facilite la vie, ça change un peu la culture de vos organisations, mais on voit en bas de la pile de vos préoccupations tout ce qui figure en haut de l'agenda de beaucoup d'entreprises qui peuvent être dans des milieux compliqués comme le vôtre, c'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est-à-dire la manière dont la productivité peut être impactée par les outils numériques, c'est-à-dire la gestion de crise, c'est-à-dire le partage numérique des données, qui est un sujet très important. Et là, on est plutôt dans des interrogations moyennes, ou en tout cas dans des agendas qui sont un peu moins pressants chez vous. Ça nous a un peu surpris. Je pense qu'il faut en parler aujourd'hui. Et je reviendrai en détail là-dessus tout à l'heure, si vous l'acceptez. Bon, merci. Y a-t-il une dernière question? Merci Marc. On va accueillir